Ma femme infidèle a paniqué et m'a supplié de lui pardonner, mais elle fera face aux conséquences qu'elle mérite. J'ai découvert que ma future ex-femme me trompait il y a environ 7 mois. J'ai traversé toutes les phases de la douleur, le déni, la souffrance, les tentatives pour la reconquérir. J'ai été sérieusement déprimé pendant un bon moment. Je ne l'ai jamais confrontée, mais j'étais complètement dévasté. Elle devait savoir que je savais, mais je suppose qu'elle s'en fichait. Il y a environ 2 ou 3 mois, j'en ai eu assez de tout cela. J'en avais fini avec elle, fini avec le mariage. Je ne m'en souciais plus. Je me suis complètement détaché de la relation et j'ai commencé à préparer le divorce et ma nouvelle vie. J'évitais ma femme autant que possible. J'essayais de ne pas être à la maison quand elle était là. Je n'engageais pas la conversation, et quand elle me posait une question, je répondais seulement par oui, non, peut-être ou je ne sais pas. J'ai même laissé traîner les factures de mon avocat de divorce bien en évidence. Elle devait savoir que j'avais décroché et que je préparais le divorce. Les enfants m'ont même interrogé à ce sujet. Eux aussi voyaient ce qui se passait. Je leur ai même fait le discours du « nous vous aimons tous les deux, ce n'est pas de votre faute, parfois les adultes ne peuvent plus rester ensemble, etc. » Ma femme était dans la pièce et a dû m'entendre parler aux enfants. Elle n'a fait aucun commentaire ni objection. J'ai pris son silence pour un consentement. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une fille que je connaissais à l'école avant de rencontrer ma femme. Il y avait toujours eu une tension entre nous, une certaine alchimie. Nous flirtions souvent, mais nous n'avions jamais rien concrétisé. Appelons-la Monica, car je trouve qu'elle ressemble à Monica Bellucci. Monica et sa famille avaient déménagé avant que j'aie le courage de faire quoi que ce soit. Je l'ai longtemps regretté, mais j'étais jeune, timide et naïf. Je n'avais pas pensé à Monica depuis longtemps. En fait, je ne l'avais pas vue depuis des années. Mais dès que nous nous sommes revus, la tension entre nous était palpable, encore plus que dans mes souvenirs. La communication était aisée. Elle m'a même proposé qu'on se voie. Je lui ai expliqué ma situation avec ma future ex-femme. Je lui ai dit que je voulais être officiellement séparé avant de commencer à sortir avec quelqu'un, je ne voulais pas tromper. Monica a respecté cela. Elle m'a donné son numéro et m'a dit de l'appeler dès que j'aurais réglé ce que j'avais à faire. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle était vraiment impatiente de mieux me connaître à nouveau. J'étais encore plus enthousiaste. Cette rencontre m'a motivé à enfin confronter ma femme et à officialiser la séparation et le divorce. J'étais vraiment heureux. Quand je suis rentré à la maison et que je me suis assis pour attendre ma femme, je souriais comme un fou. Quand je lui ai demandé de s'asseoir pour que nous parlions, je lui ai dit que je savais qu'elle me trompait depuis longtemps. Je lui ai dit que je supposais qu'elle savait que je savais, surtout depuis que je m'étais détaché de notre relation ces 3 derniers mois. Elle ne semblait pas se préoccuper du fait que je ne m'intéressais plus à elle. Je lui ai donc dit que je voulais commencer à voir quelqu'un et avancer dans ma vie. J'ai conclu en disant, tout bien considéré, il est temps que nous divorçons. Es-tu d'accord? Sa réaction n'a pas du tout été celle à laquelle je m'attendais. Elle a commencé à pleurer, mais pas simplement des pleurs normaux, c'était un bruit désespéré, déchirant, comme une âme en peine. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Elle balbutiait des excuses, demandant une seconde chance, disant que sa liaison n'avait aucune importance, que nous pourrions arranger les choses si nous allions en thérapie, etc. J'étais un peu surpris. Je pensais qu'elle serait heureuse. Je lui ai dit qu'elle pouvait être avec cet homme sans culpabilité. Il était manifestement plus important pour elle que sa famille. Sinon, pourquoi serait-elle allée avec lui au départ? Elle devait savoir que cela nous détruirait. Elle ne pouvait pas être aussi insouciante, n'est-ce pas? Je lui ai dit que si elle pensait que nous devions réparer notre famille ou notre mariage, le moment pour le faire aurait été il y a 7 mois, avant qu'elle n'entame sa liaison. Maintenant, il est trop tard, c'est brisé au-delà de toute réparation. Je ne pensais pas que nous avions des problèmes dans notre mariage. Elle ne m'en a pas parlé, et je ne suis pas devin. Donc, quoi que ce soit, je n'avais aucun moyen de le résoudre. Puisqu'elle a commencé cette liaison avec l'autre homme, elle pensait évidemment que quelque chose n'allait pas ou manquait. Quelque chose d'assez grave pour ne pas pouvoir en discuter avec moi. Quelque chose manquait ou était si défectueux qu'elle était prête à laisser nos enfants grandir dans un foyer brisé. À partir de là, je lui ai expliqué clairement et calmement qu'il n'y avait aucun moyen de réparer cela. On ne peut pas effacer le fait qu'elle a été avec cet homme pendant les 7 derniers mois. On ne peut pas annuler la douleur et la souffrance qu'elle m'a causée. La douleur qu'elle a infligée m'a amené à un point où je suis essentiellement indifférent, voire où je la déteste. Je reste simplement courtois pour pouvoir coparenter nos enfants à l'avenir.
Je lui ai dit que je ne croyais pas qu'elle m'ait jamais aimé. Aucune personne qui tient à quelqu'un ne lui infligerait une telle douleur. Elle ne trahirait pas quelqu'un de la manière dont elle l'a fait. Me dire qu'elle m'aime n'a aucun sens ni crédibilité, car ses actions prouvent le contraire. À ce stade, elle est devenue complètement incohérente. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, c'était un méli-mélo de mots. En fin de compte, j'ai dû appeler sa sœur, car honnêtement, je n'allais pas m'occuper d'elle. Sa sœur est venue, et après que je lui ai expliqué ce qui se passait, elle l'a emmenée. J'ai ressenti un immense soulagement lorsqu'elles sont parties, comme si je pouvais enfin respirer pour la première fois en 7 mois. Je ne sais pas ce que je cherche ici. Elle devait savoir que cela allait arriver. Elle le voulait sûrement. Elle ne peut pas être assez naïve pour penser que ce comportement, ces choix qu'elle a faits, aboutiraient à autre chose qu'un divorce et une famille brisée. Elle est belle, elle est intelligente. Notre mariage était formidable jusqu'à ce qu'elle commence sa liaison. J'ai accepté que la vie change. Je suis passé à autre chose. Maintenant, elle prétend m'aimer, qu'elle veut que nous restions mariés en famille. Quelle pourrait bien être sa motivation pour provoquer ce grand drame à ce stade? Qu'a-t-elle à y gagner? Je veux dire, elle ne peut pas s'attendre à ce que nous essayions de nous réconcilier maintenant, n'est-ce pas? Cela doit être une sorte de stratagème, mais je n'arrive pas à comprendre lequel. J'ai beaucoup de preuves de son infidélité. Je vis dans un pays européen, et cela signifierait qu'elle n'aurait pas de pension alimentaire ni rien d'autre. Est-ce cela? A-t-elle peur que je la dénonce? Veut-elle que j'aie pitié d'elle pour que je ne raconte pas aux autres ce qu'elle a fait? Son amant est marié, alors peut-être craint-elle que je révèle tout à sa femme. Je n'arrive pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, j'avais juste besoin de mettre tout cela par écrit. J'espérais que cela aurait plus de sens une fois écrit, mais non. Je suis tout aussi confus maintenant qu'au début de ce récit. Mise à jour, mon ex-femme infidèle me déroute complètement. Tout d'abord, merci à tous. Votre soutien a été immense à bien des égards. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre à chacun, mais j'ai essayé de tout lire. J'ai publié mon précédent message 3 jours après la conversation avec ma future ex-femme, et j'avais à peine dormi. En fait, je me suis endormi en lisant des messages sur mon ordinateur. À mon réveil, j'avais un motif de clavier intéressant sur le visage et l'esprit beaucoup plus clair. J'ai décidé de faire des listes des avantages et des inconvénients sur les points clés. J'ai accroché plusieurs feuilles au mur, chacune avec un titre, Nos enfants, comment me comporter lors de la rencontre avec ma femme, mon mariage, Monica, questions à poser à ma femme, etc. Le document final est trop volumineux pour être retranscrit ici, donc je vais simplement aborder certains des points principaux. Mon objectif était de déterminer les principes fondamentaux que je voulais établir et les choses les plus importantes sur lesquelles me concentrer. Ensuite, j'ai examiné chacun de ces points et évalué si je pourrais réellement accomplir quelque chose de significatif, et quel serait un résultat satisfaisant si j'y parvenais. Concernant les enfants, ils sont ma priorité absolue. Je vais redoubler d'efforts pour les aider à traverser cette épreuve, davantage de séances individuelles avec un thérapeute, thérapie familiale. Je vais organiser des sorties et passer plus de temps de qualité avec eux pour créer de nouveaux souvenirs. Je vais également impliquer le reste de ma famille pour les entourer d'amour et les aider à surmonter cette période difficile. Je parlerai aussi à leurs enseignants, entraîneurs, etc., pour m'assurer que leur réseau de soutien est solide et présent partout. J'ai passé un test d'IST et j'ai également prévu des tests ADN pour les enfants. Le simple fait de penser qu'ils pourraient ne pas être les miens me met très mal à l'aise, mais je dois en être sûr pour leur bien. S'ils ne sont pas mes enfants biologiques, il y a peut-être des antécédents médicaux qu'ils doivent connaître. Et s'ils veulent contacter leur père biologique plus tard? Comment me verront-ils si je n'agis pas maintenant pour clarifier la situation? J'espère de tout cœur qu'ils sont les miens, et je serai anxieux jusqu'à ce que ce soit confirmé. Après avoir discuté seul avec leur thérapeute, nous les avons rejoints et nous avons tout expliqué avec précaution, en les laissant poser autant de questions qu'ils le souhaitaient. Je leur ai répété à maintes reprises qu'ils pouvaient venir me voir pour n'importe quoi. Je suis leur papa, je les aime plus que tout et je serai toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Quant à mon mariage, j'en suis venu à la conclusion que je ne pourrai jamais refaire confiance à ma femme. Sans confiance, il est impossible d'avoir une relation saine. J'ai également réalisé que je n'aime plus la personne qu'elle est devenue. Mon amour pour elle représentait une grande partie de moi, mais elle l'a détruit avec sa liaison. Cela a complètement changé ma perception d'elle. Peut-être que je pourrais réapprendre à l'aimer, mais pour cela, il faudrait que je le veuille, et honnêtement, je n'en ai pas envie. Il vaut mieux mettre un terme à notre mariage et avancer dans nos vies respectives.
Je ne veux plus de cette relation. La partie de moi qui l'aimait, celle qui ressentait une joie immense en pensant à elle, est désormais remplie d'appréhension et de souvenirs douloureux. Toute pensée liée à elle me cause un profond malaise. Pour moi, le divorce est inévitable, et je souhaite le finaliser au plus vite. À propos de Monica, j'ai beaucoup discuté avec elle. J'avais des inquiétudes basées sur les commentaires que j'ai reçus. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de me lancer dans une nouvelle relation si rapidement. Je ne voulais pas non plus l'entraîner dans mon chaos, et soyons francs, ma vie est un véritable désordre en ce moment. Elle n'était pas d'accord. Elle a dit que la vie est désordonnée, autant voir comment nous gérons cela ensemble en sortant ensemble. J'ai découvert pourquoi elle ne s'est jamais mariée. Elle était en fait fiancée, mais son fiancé est décédé de manière inattendue dans un accident de travail il y a presque 5 ans. Cela l'a dévastée, et même si elle est sortie à quelques rendez-vous depuis, elle n'a pas réussi à établir de connexion avec quelqu'un. De son point de vue, la vie est courte et il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Je lui ai expliqué que je ne voulais rien commencer avant que le divorce ne soit officiel. Je ne veux pas tromper, même si je suis techniquement toujours marié. Elle a compris et respecte ma position. Nous avons également discuté de la perception que les autres pourraient avoir si, tout à coup, nous formions un couple au grand jour. Il serait facile pour certains de la qualifier de briseuse de ménage, et je ne veux pas ça pour elle. Elle a accepté d'attendre un peu après que le divorce soit officiel avant que nous n'entamions quoi que ce soit. Je me sens incroyablement attiré par Monica. Cet appel téléphonique frôle la liaison émotionnelle à mes yeux, donc je ne la contacterai plus jusqu'à ce que la séparation légale soit finalisée. Nous avons convenu que je réglerai mes affaires et que je la contacterai quand je serai prêt, puis nous verrions où cela nous mènerait. Pour la rencontre avec ma femme, j'ai noté quelques principes sur la personne que je veux être. Je ferai tout mon possible lors de cette entrevue pour être cet homme, celui que j'étais avant tout cela. J'ai décidé de rester calme et de ne pas être cruel. Je garderai à l'esprit que le but de cette conversation est d'avancer dans nos vies respectives et de coparenter du mieux possible pour nos enfants. J'ai préparé une liste de questions pour essayer de comprendre sa démarche en ayant cette liaison et pour savoir ce qu'elle envisage pour l'avenir. Je ne serai pas manipulateur. Je ne lui donnerai pas de faux espoirs de réconciliation juste pour obtenir un avantage dans le divorce. J'ai décidé d'agir aussi équitablement que possible. Je partagerai nos biens de manière égale et nous aurons une garde partagée à 50-50e. Même si elle a agi de façon terrible envers moi, je ne veux pas me comporter de la même manière. Je souhaite pouvoir être fier de mes actions aujourd'hui, demain et dans 20 ans. Je la déteste pour ce qu'elle m'a fait, à moi et à nos enfants. Mais j'apprécie les souvenirs des bons moments que nous avons partagés et j'aime nos enfants que nous avons élevés ensemble. Je vais essayer de me souvenir d'elle sous cet angle à l'avenir, pas à travers son infidélité. Je ne peux pas porter de haine dans mon cœur, donc à un moment donné, je devrais lui pardonner pour pouvoir avancer. Jusqu'à ce qu'elle me trompe, je pense que nous avions un très bon mariage. Nous faisions l'amour chaque jour, passions beaucoup de temps de qualité ensemble, nous nous disputions rarement et nous nous sacrifions l'un pour l'autre de bon cœur. J'étais très ouvert avec elle jusqu'à ce que je découvre son infidélité. Je pensais qu'elle l'était aussi avec moi, mais ses actions ont prouvé le contraire. Le samedi est arrivé et je suis allé la voir. Sa sœur m'avait averti qu'elle n'était pas en bon état, et elle avait raison. Ma future ex-femme avait l'air absolument épouvantable, yeux rouges, visage bouffi, cheveux en bataille. Elle semblait avoir perdu du poids, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Je doute qu'elle ait beaucoup dormi ou mangé cette semaine. Nous nous sommes tous assis, et ma femme tremblait presque de façon incontrôlable. Je me sentais étonnamment calme. Je ressentais sa douleur évidente, mais pas comme un époux aimant. C'était plutôt comme si je compatissais avec un personnage dans un film qui m'intéressait. Je ne sais pas vraiment comment décrire ce sentiment, mais cela m'a confirmé que je ne l'aimais probablement plus. Je suis resté assis, attendant qu'elle se calme suffisamment pour parler. Elle a essayé de commencer plusieurs fois, mais s'effondrait en larmes. En la regardant, il était clair que ce n'était pas une comédie. Je l'ai vue pleurer de nombreuses fois auparavant, mais jamais comme ça. Je suppose que les gens peuvent feindre de pleurer, mais je doute que quelqu'un puisse simuler l'apparence de quelqu'un qui a pleuré sans arrêt pendant une semaine, avec des sanglots déchirants et de grandes larmes. Quand elle a finalement commencé à parler, c'était comme un barrage qui cédait. Elle s'excusait à chaque mot. Étonnamment, elle n'a pas essayé de se justifier ou de rejeter la faute sur moi. Sa sœur pleurait aussi et, de temps en temps, la réprimandait. Il est également apparu que sa sœur l'avait averti que cela arriverait. Apparemment, c'est ainsi que sa sœur a perdu son fiancé il y a 1 an. Je ne le savais pas.
L'infidélité de sa sœur a provoqué chez ma femme une sorte de crise de la quarantaine. Elle a commencé à penser beaucoup à l'infidélité. Au final, il semble qu'elle ait cédé à une infatuation pour cet homme et qu'elle n'ait pas pu s'en empêcher. Elle n'a jamais pensé que je le découvrirais ou que quelqu'un serait blessé. C'était purement égoïste. Elle était apparemment très heureuse dans notre mariage. Elle s'est convaincue qu'elle méritait cette aventure et que je soutiendrais probablement son choix si je savais à quel point elle était heureuse à ce moment-là. Elle pensait que cette liaison passerait et que nous reprendrions tous une vie de famille heureuse. Elle ignorait que j'avais découvert sa trahison, et ce n'est que lorsque j'ai commencé à me détacher qu'elle a commencé à se demander ce qui se passait. J'ai appris qu'elle avait rompu avec son amant il y a environ 1 mois et demi, l'euphorie ayant commencé à s'estomper. Elle m'a donné son téléphone à vérifier, et elle l'avait bloqué. Lorsque je l'ai débloqué, des messages datant d'1 mois et demi ont afflué. Elle avait essayé de me réengager dans notre mariage, mais je n'avais montré aucun intérêt à interagir avec elle. Jusqu'à ce que je la confronte, elle était convaincue que nous pourrions retrouver notre relation et que nous en sortirions plus forts que jamais. Lorsqu'elle a vu mon regard lors de notre confrontation, elle a compris que c'était probablement la fin. La réalité de la situation l'a frappée de plein fouet. J'ai essayé de lui poser quelques questions, principalement pour comprendre ce qui, dans son esprit, lui donnait le droit de nous faire cela, à nos enfants et à moi. En somme, ce n'était que de l'égoïsme de sa part. Je réalise, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, que je n'obtiendrai jamais les réponses que je cherche parce qu'elles n'existent pas. Il n'y a aucune raison acceptable pour tromper, donc je n'aurai jamais de réponse satisfaisante. Cependant, j'ai obtenu une sorte de clôture d'une manière étrange. J'ai pu lui exprimer à quel point elle m'avait blessé, la douleur immense qu'elle avait causée. Elle a reconnu que c'était de sa faute si notre mariage était brisé et que nos enfants grandiraient dans un foyer désuni. Cela m'a apporté un étrange sentiment de paix. Elle avait lu tout ce qu'elle pouvait sur la façon de réparer un mariage brisé après une infidélité. Elle avait préparé une chronologie complète et une confession détaillée, signée et tout, prête pour moi. Je ne l'ai pas lue, je l'ai simplement donnée à mon avocat. Elle a supplié, encore et encore, pour une seconde chance. Elle ferait n'importe quoi, disait-elle. Je lui ai répondu que je ne la croyais pas. En fait, je ne croyais rien de ce qu'elle disait. Je n'ai plus confiance en elle. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Je lui ai dit qu'elle avait tout détruit, si elle ne sait pas comment réparer, comment peut-elle s'attendre à ce que je lui donne une solution? Je lui ai demandé si, à ma place, elle pardonnerait. Après quelques échanges, elle a admis que si les rôles étaient inversés, elle ne pardonnerait probablement pas non plus. Je lui ai dit que j'avais passé un test d'IST et que je ferais un test ADN pour les enfants. Elle s'est effondrée en entendant cela, insistant sur le fait que c'était la seule fois qu'elle avait trompé ou fait quelque chose de répréhensible. Après quelques discussions, elle a reconnu que je n'avais aucune raison de la croire et que, si elle était à ma place, elle ferait probablement la même chose. Je lui ai demandé si la femme de son amant était au courant. Elle ne l'était pas. Elle a admis qu'elle méritait de savoir. Je lui ai demandé si elle comptait le lui dire ou si je devais le faire. Elle m'a demandé si je considérerais une réconciliation ou une thérapie de couple si elle le lui disait. Je lui ai répondu que non, mais que cela l'aiderait à regagner un tout petit peu de respect à mes yeux. Elle a promis de tout avouer à la femme de son amant et à tout le monde. Elle irait également voir les ressources humaines pour tout confesser à nouveau. Je lui ai dit que je ne la croyais pas vraiment. Elle a juré qu'elle ne serait jamais avec quelqu'un d'autre et qu'elle n'abandonnerait jamais l'idée de me reconquérir, même si cela prenait le reste de sa vie. Je ne la croyais pas, mais je n'ai rien dit, cela devenait redondant. Elle m'a proposé un mariage ouvert unilatéral, un accès total à ses communications, une disponibilité permanente. Je lui ai dit que j'avais parlé à Monica et que j'attendais parce que je ne voulais pas tromper. Je ne souhaite pas être dans une relation ouverte. Cela la blesserait si nous faisions cela, et je ne veux pas blesser d'autres personnes comme elle m'a blessé. Je ne veux pas non plus être son geôlier. La surveillance constante et la suspicion ne sont pas les bases d'une relation saine. Je ne suis pas intéressé par l'intimité sans une connexion profonde. Le sexe mécanique n'a aucune valeur pour moi. Si j'ai besoin de me soulager, je peux le faire moi-même, je n'ai pas besoin d'un partenaire pour cela. À ce stade, nous étions tous épuisés. Nous avions discuté pendant plus de 5 heures, et ma femme avait pleuré presque tout le temps, oscillant entre le désespoir et l'abattement total. Nous n'allions pas progresser davantage. C'était terminé. Je lui ai dit très clairement que l'amour que j'avais pour elle était mort. Je ne reconnaissais plus la personne qu'elle était devenue. Notre famille avait été détruite par ses actes, et j'allais poursuivre le divorce.
Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait fait. La seule façon d'éviter ce résultat aurait été de ne pas commencer cette liaison il y a 7 mois. Je ne voulais pas reconstruire notre mariage, je ne voulais pas la récupérer, je ne voulais pas plus de douleur. J'ai suggéré que nous prenions nos distances pendant un moment pour réfléchir. Je lui ai dit que j'avais déjà déposé les papiers du divorce et que ma décision était prise. Nous pourrions commencer une thérapie familiale pour coparenter, mais au-delà de cela, je ne voulais même plus la voir. C'était incroyablement douloureux de lui dire cela. Elle pleurait abondamment, murmurant sans cesse non, s'il te plaît, non. Lorsque je me suis levé pour partir, elle a eu un violent saignement de nez. Elle a tenté de me saisir, mais elle s'est évanouie. J'ai réussi à la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. J'ai conduit elle et sa sœur aux urgences et je suis resté jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle allait bien. Hier soir et aujourd'hui, ma future ex-femme a tout avoué à tout le monde. La femme de son amant m'a appelé ce matin pour confirmer ce que ma femme lui avait dit. Je lui ai envoyé des copies de certaines preuves. J'ai appris qu'elle avait mis son mari dehors. Elle souhaite me rencontrer pour examiner davantage de preuves. Elle soupçonnait depuis longtemps quelque chose, mais n'avait rien de concret. J'ai proposé que nous nous rencontrions pour dîner demain. Elle avait besoin de parler et a demandé si nous pouvions discuter au téléphone. Je ne sais pas si je peux gérer cela en ce moment. Je lui ai dit que peut-être plus tard. J'admets que je me sens comme un moins que rien. Je n'ai pas réussi à dormir. Ma détermination commence à faiblir. Je sais que je dois rester fort, mais c'est très difficile. Pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Pourquoi ai-je l'impression d'être responsable de réparer tout cela? Nous pourrions peut-être nous mentir à nous-mêmes pendant un certain temps, mais cela ne fonctionnerait probablement pas à long terme. Certains de ses amis et membres de sa famille m'ont appelé pour me réprimander. Ils pensent que je devrais lui donner une seconde chance, mais je me demande pourquoi prolonger la souffrance? Il vaut mieux en finir pour que nous puissions commencer à guérir et à construire de nouvelles vies. Voilà, rien de spectaculaire. Pas de vengeance, pas de résolution, pas de paix, pas de fin heureuse. Juste plus de douleur pour nous tous. Mon esprit est dans un endroit très sombre en ce moment. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire.